Merci Jean-François, je suis de retour en ondes et on va parler comme on le fait tous les mardis depuis quand même un certain temps avec notre ami Pierre-Paul Bézile-Lacasse. On va parler argent, on va parler fraude aujourd'hui avec notre ami de Lacasse et associé Pierre-Paul. Bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on aborde un sujet qui est important, un sujet qui probablement touche pas mal plus de monde qu'on pense. On va parler des fraudes, différents types de fraudes qui peuvent se dérouler un peu partout et dont les gens peuvent avoir ce problème-là. Là. Oui, l'idée est venue d'une présentation que j'ai donnée il y a quelques semaines là, qui a duré plus que 2 heures parce que c'est un sujet qui intéresse les gens, puis c'est sûr qu'on va parler beaucoup moins longtemps que 2 heures, mais on va essayer de toucher quelques fraudes que je vois moi dans mon bureau, puis les impacts, puis comment ça se passe, puis comment les gens se font avoir et tout ça, puis comment les fraudeurs fonctionnent. Donc, c'est ça l'idée un petit peu là, de donner un peu de jus là, aux gens pour se protéger. Là, on essaye de s'attaquer à des gens qui ont une certaine faiblesse, qui sont susceptibles d'embarquer dans le décor. On va cibler des personnes précises pour ce type de fraude-là, dépendant quel type de fraude qu'on va faire, mais on a vraiment une cible très précise pour essayer de trouver des gens qui vont embarquer dans le système, là. Oui, c'est des spécialistes de la psychologie humaine qui font les fraudes maintenant. C'est rendu très très avancé. Donc, dépendamment du type de fraude, effectivement, ils vont essayer de cibler. Des fois, ils vont l'envoyer. Si on pense aux fraudes informatiques, ils vont envoyer des messages à tellement de monde, volume incroyable, qui fait que au volume, ils vont attraper quelques cibles et ces cibles-là vont être payantes pour eux. Donc l'idée, c'est d'être vigilant. La première fraude que je veux parler, c'est une qui est très d'actualité, que plusieurs personnes se sont faites prendre, malheureusement. C'est la fameuse fraude avec la PCU. Bon. La mécanique de base là, pour la décrire, en fait, puis il y en a plusieurs. Là, je vais en décrire une que j'ai eue dans mon bureau. Là, des gens qui se font approcher par un individu en personne qui leur parle de programme de la PCU et qui leur dit, regardez, moi là, si vous me donnez 500 $, je suis capable de vous faire aller chercher 2000 $ par mois, puis je vais vous remplir les formulaires, etc., etc. La problématique, c'est que ces gens-là ne sont pas éligibles à la PCU. Donc, dans le cas actuel, moi, les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient sur l'aide sociale et donc, il n'y avait pas eu de revenus, donc ils ne se qualifiaient pas. Mais ces gens-là n'ont pas lu les critères d'admissibilité de la PCU, ils ont fait confiance à la personne et malheureusement, dans ces cas-ci, ont donné l'argent de 500 $ que je vous parle en cash à la personne qui a fait la fraude. Donc ils se trouvent complices d'une fraude, malgré eux, parce qu'ils ont fait confiance à quelqu'un. Donc, l'idée, celle-là, en particulier, c'est d'être vigilant. Si quelqu'un vous offre quelque chose qui est trop beau pour être vrai, en partant, habituellement, ça l'est. Et si on vous demande d'une transaction en cash qui n'a pas de trace, ça cache quelque chose aussi, ça aussi. Là. C'est encore plus louche, là, à ce moment-là. Là. J'imagine que ce type de fraude-là, PCU comme tel, la personne reçoit, par exemple, 6 mois, 1 an de PCU. Quand ça arrive devant les gens de l'impôt, à quelque part, puis les gens du bien-être social également, parce que là, il y a un revenu qui s'est rajouté là. Ils risquent de perdre leur bien-être social et deux, d'avoir à payer de l'impôt. C'est ça, il y a plusieurs conséquences. Il y a la conséquence sur l'impôt, il y a la conséquence sur leur aide sociale, parce qu'effectivement, ça leur fait un revenu qui a augmenté, le revenu de la PCU. Et en plus, ils ont reçu la PCU légalement, donc ils ont fait de la fraude, donc ils vont se faire réclamer en plus la PCU. Fait que ces gens-là se font attraper à 3 niveaux. En plus d'avoir donné un 500 $ à quelqu'un, donc même un 4e niveau si on rajoute celle-là. Donc, ça coûte cher de partout. Et si le gouvernement arrive et détermine que la personne a fait de la fraude, en plus, cette dette-là devient non libérable dans un contexte de faillite ou de proposition. Donc, tu sais, il faut quand même démontrer que la personne, c'était pas sa volonté puis qu'elle avait pas l'intention de frauder et tout ça. Donc, il y a quand même des étapes, mais c'est vraiment pas une situation agréable pour ces gens-là. OK. Est-ce que les gens qui sont venus te rencontrer, Pierre-Paul, ont réussi à passer à travers cette étape-là ou cette fraude-là? On est encore dedans. On est encore dedans dans le sens où ces gens-là n'ont pas encore eu leur libération. C'est des choses assez récentes, tout ce qui a rapport à la PCU. Donc, mais il y a
toujours cette question-là de est-ce que les gens vont pouvoir être libérés à la fin si c'est considéré vraiment qu'ils ont fait de la fraude, ben le gouvernement a le droit de ne pas les libérer. Mais par contre, on parle de gens sur l'aide sociale, on parle de gens quand même vulnérables, donc normalement, il y a quand même une certaine marge de manœuvre là, dans la discussion avec le gouvernement là-dessus. Et l'autre élément, ben si j'ai donné la comparaison à ces gens-là de exemple là, des gens qui ont eu des gains par les produits de la criminalité. Ben, ces gens-là, souvent, ils vont faire de la prison, mais ils vont avoir aussi des cotisations fiscales du gouvernement et parce qu'ils ont un revenu qu'ils n'ont pas déclaré, un revenu de vente de drogue. Okay. Ben, ce que ça amène, ça, c'est que normalement, la dette ne devrait pas être libérable. Parce que c'est une dette qui est prévue dans la loi comme étant pas libérable. Par contre, si le gouvernement rend ces dettes-là non libérables, ben les gens ne peuvent pas être réhabilités dans le système et donc leur seule façon de s'en sortir, c'est de retourner dans le crime parce que c'est la seule façon qu'ils vont être capables de payer l'impôt un jour. Donc, on crée une roue là. Mon Dieu, oui. Donc, c'est pour ça que les gouvernements, dans ces cas-là, s'acharnent pas. Donc, on espère un peu la même clémence avec ces gens-là sur l'aide sociale qui ont des dettes de PCU. Dans le scénario où les gens reçoivent de la PCU pendant 6 mois, on parle d'environ 12 000 s'ils remboursent le 12 000 est-ce qu'ils doivent encore payer de l'impôt sur ce 12 000 $-là qui a été remboursé, qui finalement, c'est plus un revenu? Ben, il faut défaire tout ce qui a été fait. Hein. C'est certain que normalement, si on le rembourse, on ne devrait pas être imposé dessus. Mais une fois qu'on est imposé dessus, on sait comment c'est. Hein. Après ça, il faut fournir des preuves. Il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis il faut que le gouvernement comprenne. Donc tout ça prend plusieurs étapes, prend beaucoup de temps. Et toutes ces étapes-là sont pas évidentes à mener. Là. Fait que quand on est là-dedans, ça fait beaucoup de gens à parler, beaucoup de degrés, de paliers gouvernementaux à parler pour expliquer notre situation. Et ben ces gens-là, habituellement, ont pas l'argent pour le rembourser. Là. Cet argent-là a été dépensé parce que c'est des gens qui sont pas habitués d'avoir de l'argent comme ça. Hein. C'est des gens qui sont habitués à avoir beaucoup moins d'argent. Donc, que ce soit pour se payer des trucs médicaux, comme exemple des dentiers ou des lunettes ou des choses comme ça, qu'ils pouvaient pas faire et que là, ils ont fait, ou aider des membres de la famille ou toutes sortes de choses. Cet argent-là est parti assez rapidement, malheureusement. Oui, on prend la manne quand elle passe. Les gens qui allaient chercher un 25 sur ce 2 000 $-là, est-ce qu'on peut les dénoncer d'une façon quelconque? Ben, on peut. La problématique, c'est quand on dénonce une situation comme ça, on vient confirmer qu'on a fait de la fraude. Okay. Fait qu'on se trouve d'une drôle de position parce qu'on vient dire, ben oui, voici, j'ai fait ces demandes-là, c'est de la fraude et voici quelle personne me dit de faire ça, mais on devient quand même un instrument qui a permis de faire de la fraude. Donc, on se trouve à être d'une position où on peut s'incriminer. C'est pas simple, je vous dirais, comme situation. D'une part, et d'autre part, ben tout est en cash. Hein, donc, prouver que la personne nous a dit que si on lui donnait, qu'elle nous aiderait, qu'on lui donnerait 500 $ en cash, c'est dur à prouver aussi. Donc, il y a tous ces éléments-là qui viennent rendre ça compliqué. Eh mon Dieu, OK. C'est vrai, c'est vraiment que... Puis là, quand la meilleure façon, c'est la prévention. Donc, il faut être au courant de ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à qui on fait confiance, évidemment. Et il faut faire attention de ne pas payer en cash aussi autant que possible, comme ça on a des traces au moins de ce qui se passe. Là. Autre fraude qu'on va parler, c'est la fraude amoureuse. Celle-là est apparue beaucoup avec l'internationalisation du net parce que ça donnait l'accès aux gens d'outre-mer à des gens un peu partout à travers le monde et on a joué là-dessus beaucoup. Oui, ça a commencé effectivement là, par Internet. Au début, c'était très basique. Là. C'était des par courriel ou des chats où les gens discutaient ensemble, puis à un moment donné, devenaient amis avec des gens d'un peu partout dans le monde et faisaient confiance et pouvaient éventuellement même aller jusqu'à donner de l'argent. Ces fraudes-là se sont sophistiquées avec le temps et ce qu'on voit présentement, c'est des gens qui, souvent ces gens-là sont soit isolés, soit des gens à mobilité réduite, soit des personnes plus âgées, donc un contexte là, social de la personne qui fait que ces gens-là sont un peu plus vulnérables à trouver quelqu'un en ligne et donc parle avec quelqu'un d'un autre pays fréquemment et voit la personne. Donc c'est des vidéoconférences, que ce soit un Zoom, un Teams ou peu importe quoi. Donc des vidéoconférences, on parle avec la personne, on la voit, c'est une vraie personne là. On discute avec elle pendant des mois et les problématiques commencent quand la personne a besoin d'un peu d'aide ou un problème de santé puis dans son pays
puis les frais médicaux sont pas couverts, et donc là, on envoie un 100, on envoie un 500. Donc, souvent, c'est très graduel parce que les fraudeurs veulent savoir justement jusqu'où ils peuvent aller, puis eux autres, leur game, c'est de pas aller trop haut, parce que s'ils nous demandent 10 000 puis qu'on a aucune épargne, qu'on a 500 pièces dans le compte de banque, ça marchera pas. Alors que s'ils commencent par 100, puis après ça 200, puis qu'ils augmentent graduellement au fil des mois sur leur demande, ça peut être crédible dans la tête de certaines personnes, parce que souvent, quand on fait ça petit à petit, on se rend pas compte qu'on est en train de s'enliser. C'est trop, c'est insidieux, c'est tranquillement qu'on envoie de l'argent. Et jusqu'au cas où, des fois, on voit carrément des gens envoyer plusieurs milliers de dollars pour des billets d'avion, pour que la personne vienne, mais là, finalement, la personne, elle peut pas venir parce que là, il y a un problème avec l'avion. Puis là, des fois, j'ai même eu un cas où une personne de l'aéroport a pris la ligne pour confirmer à la personne que c'était bien vrai, que la personne était détenue parce qu'il y avait un problème avec son passeport, puis qu'elle devait envoyer de l'argent à l'aéroport. Donc, renvoi de l'argent, c'est très, très bien fait, là. Hein? Ouais. Donc, c'est pas des gens qui sont naïfs, là, qui se font avoir là-dedans. Là. C'est des gens, il peut y en avoir, mais je veux dire, il y a des gens qui ont une bonne éducation, qui sont très prudents, qui vont vérifier les numéros de téléphone, qui vont en ligne, vont faire leur vérification, là. Mais quand même, ces gens-là, c'est des professionnels. Là. Donc, ça, faut être très vigilant, et c'est très facile de se faire prendre parce que ça a l'air tellement crédible. Ah, mon Dieu. C'est incroyable quand même. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on touche un mot sur la fraude là, entre parents. Là, on appelle des parents qui sont vulnérables, ou on fait des menaces, ou on essaie d'aller de l'argent, mais à l'intérieur de notre parenté. Oui, la fraude la plus fréquente, c'est celle qui est la plus cachée, celle qu'on pense le moins, c'est les personnes de notre entourage. On le voit beaucoup dans notre cas, là, chez la Casse Associée, là, pour des gens à mobilité réduite. Okay. Des gens qui sont plus âgés, qui ont plus de problèmes avec la technologie. Donc, ils vont, exemple, donner leur carte et leur NIP à un membre de la famille. Donc, on parle pas nécessairement de violence explicite, donne-moi de l'argent ou je te bats. Là. C'est pas nécessairement ça. Ça arrive, mais c'est plutôt rare dans notre bureau. Ce qu'on voit, c'est des explications. OK, si tu m'aides pas, je pourrais peut-être pas venir t'aider à faire ton épicerie. Si tu me donnes pas tel argent, j'aurai pas de gaz pour aller faire telle chose pour t'aider, ou faire du chantage affectif. Quelquefois, des mensonges là, qui vont amener à dire regarde, j'ai tel problème j'ai eu tel problème de drogue, puis là, faut que je paye telle personne, sinon il va me casser les jambes. Il y en a de toutes sortes. Puis il y en a des choses là-dedans qui sont vraies, malheureusement. Là, c'est pas juste des mensonges nécessairement. Sauf que ça amène des gens qui sont des fois, qui n'ont pas nécessairement les moyens de donner de l'argent à des membres de leur famille et se font embarquer dans un engrenage, et c'est très malheureux, parce que c'est ces gens-là, après ça, que nous, on doit aider parce qu'ils ont des problèmes de dette, parce qu'ils sont endettés de 10, 15, 20 000 $ alors qu'ils n'avaient pas la capacité sur des cartes de crédit, malheureusement, souvent. Donc ça, c'est quelque chose à faire très attention, puis à s'assurer que les gens de notre famille qui sont vulnérables ne succombent pas à ça, là, de les suivre de près, poser des questions s'il y a d'autres membres de la famille qui ont plus de difficultés ou qui ont des problèmes de drogue ou autre. C'est ça qui peut amener malheureusement, là, ces gens-là qui sont plus vulnérables sont attaqués par des membres de la famille d'un point de vue financier. Mon Dieu, c'est des problématiques sérieuses, ça, ici également. Et là, tu me dis, Pierre-Paul, que ça, on en rencontre beaucoup. Oui, c'est la fraude la plus fréquente. C'est des membres de la famille. Puis souvent, les gens viennent nous voir, ils savent même pas que les autres, dans leur tête, ils ont prêté de l'argent à des membres de la famille, mais tout est beau. Mais souvent, quand on creuse, nous, il faut regarder les relevés bancaires et tout ça. Là, on voit que finalement, les gens là ont perdu plus d'argent, ou se sont fait prendre plus d'argent que ce qu'ils pensaient. Et là, ils découvrent en même temps que nous l'ampleur de l'argent qu'ils se sont fait voler ou, entre guillemets, emprunter, là. Donc, malheureusement, il y a des constats qui se font dans notre bureau parce que les gens ne suivent pas nécessairement tout le détail de leur carte débit, carte de crédit et tout ça. Ils ne sont pas attentifs à ce qu'ils dépensent, finalement. Un bon budget, hein? C'est important d'être attentif à ce qui sort dans les cartes de crédit et dans les comptes de banque. Oui, puis le vérifier. Regarder tout simplement notre relevé. C'est même ce geste simple-là vient régler quelques problèmes, puis vient régler quelques fraudes aussi. Là. Pierre-Paul, le temps va trop vite. Les sujets étaient extrêmement intéressants, encore une fois. On va peut-être pouvoir les aborder une autre fois.
J'aimerais rappeler aux gens comment vous rejoindre au bureau. Oui, donc les gens peuvent nous joindre, Lacasse et Associés, au 1-844-LACASSE. Les gens peuvent, dans le fond, on a des bureaux partout en Abitibi-Témiscamingue, le Rouyn, Val-d'Or, Amos, Lassar, Ville-Marie. Donc, on est joignable partout. On privilégie les rencontres en personne. Les gens peuvent nous joindre aussi sur notre site Internet, Lacasse et Associés, lacassesyndic.com, et peuvent nous joindre également sur notre Facebook, dans lequel on poste quelques vidéos et enregistrements là, de différentes choses sur les finances personnelles. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous et nous faire réaliser ces réalités-là. Merci, Denis.